Donc, on va commencer comme d'habitude, puisque on terminera à 14h15. Donc, pour ce nouveau café fiscal ECF sur la taxe sur les salaires. Donc, aujourd'hui, c'est Emmanuel et Dimitri qui vont vous accompagner pour faire le point. Donc, je vous laisse la parole. Je ne sais pas lequel d'entre vous commence. Avant ça, je le redis, je l'ai déjà dit, désolé pour ceux qui sont connectés un peu en avance, mais le support sera bien adressé et il y aura un replay dans la newsletter ECF Connect vendredi, comme d'habitude. Donc voilà, et je passe la main à Emmanuel Dimitri C'est ça. T'as tout- C'est le privilège de l'âge. de l'âge. Donc ce sera Allez. Emmanuel. Bon. Allez, Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce nouveau café fiscal qui reprend le dernier mardi de chaque mois. Si vous étiez présent au mois de janvier, on l'avait fait tout début janvier puisque on parlait de taxes à l'essieu et j'ai oublié le terme. En plus, c'est moi qui l'ai animé, mais fallait qu'on mette cette TVS, voilà, TVS, autant pour moi. Voilà, TVS, taxe à l'essieu, c'était apporté sur les déclarations de TVA pour mi-janvier, donc on avait avancé. Là, on revient sur le créneau habituel avec l'heure habituelle 13h30, ce qui nous permet de toucher les DOM. Donc, je vais éviter de tous les citer parce que j'oublie toujours un des DOM, mais grâce à ce créneau 13h30, on touche les DOM qui sont côté Atlantique et ceux qui sont dans l'océan Indien. Voilà, donc on va attaquer. Tiens, si vous êtes sur Paris demain, n'hésitez pas à vous inscrire aux premiers états généraux de la cybersécurité. Vous trouverez le lien dans LinkedIn ou alors vous avez reçu les mails. Il reste encore quelques places. Et c'est dans le 9e à Paris pour parler de cybersécurité, puisqu'il y a 3 mois, il y a eu un data center qui a été attaqué et ça a posé des problèmes à plus de 1200 cabinets. Ça a permis de prendre conscience, parce que quand ça arrive qu'il y a un seul cabinet, personne n'en a conscience, mais ça a permis de prendre conscience effectivement que la sécurité informatique était importante. Allez, c'est fini au niveau de la réclame. Il y a les questions et réponses, donc vous pourrez taper vos questions et on relaiera, Dimitri et moi, ces questions, on essaiera d'y répondre, sachant qu'on a un temps très court, 45 minutes, et qu'en préparant effectivement le support, on s'est aperçu que la taxe sur les salaires est encore plus compliquée que ce qu'on avait en tête. C'est effectivement plein de détails, de choses trappes, et on va essayer de vous alerter sur ces points-là, mais il ne faudra pas hésiter à consulter le support. On a mis des liens vers le BOI, vers le Code général des impôts, et surtout, lisez la doc, lisez les textes pour éviter effectivement de commettre des erreurs comme moi j'ai pu en commettre quand enfin, je me suis aperçu que j'avais commis une erreur sur des taxes sur les salaires en préparant le support. Donc vous voyez, ça arrive à tout le monde, il faut vraiment revenir au texte. Hop, allez Dimitri, la balle est dans ton camp. eh bien, c'est parti. Effectivement, sur la notion de taxe sur les salaires, généralement, des fois, elle peut être oubliée. Parce qu'effectivement, déjà, c'est important de définir qui serait concerné par la taxe sur les salaires. Donc, toute personne physique ou morale, c'est-à-dire toute entreprise, qui rémunère des salariés, mais qui rémunère des salariés dont ils ont le pouvoir de les nommer, révoquer et de lui donner les directives. Donc, autrement parlé, généralement lié par un contrat de travail et qui est établi en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. La troisième, effectivement, condition, c'est de ne pas être assujetti à la TVA ou ne l'a pas été sur au moins 90% de son chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédente. Donc, si on se situe en 2024, ce serait au titre de 2023. Et donc, Euh, pardonne-moi, c'est ça qui est hyper oui, important parce que je pense à un dossier, j'ai un client qui est médecin, mais qui est aussi qui travaille qui fait des prestations pour les assurances et donc cette activité d'expertise, elle est taxable à la TVA. Jusqu'à présent, mais on va corriger dès cette année, c'est qu'on prenait effectivement, nous, le chiffre d'affaires de N pour calculer le prorata de taxes. Alors, ce n'est pas le bon terme technique, mais enfin, on se comprend.
Oui, alors qu'il fallait prendre celui de N-1. C'est là où effectivement je me suis aperçu qu'on commettait effectivement cette erreur. Et autre point par rapport à la deuxième condition, le pouvoir de nommer, révoquer le salarié, lui donner des directives, vous cliquerez sur le lien parce que parfois il peut arriver effectivement qu'on mette à disposition du personnel à une autre entreprise dans le cadre d'une convention et il y a de la jurisprudence effectivement en la matière pour savoir effectivement quelle entreprise doit payer la taxe sur les salaires. Mais majoritairement, dans tous nos dossiers, en fait, la taxe sur les salaires, en principe, c'est l'entreprise qui établit les bulletins de paie. Je te ouais, mais du rends coup, la main. effectivement, quand on est sur des cas particuliers, c'est important de regarder la doc parce qu'à chaque fois, effectivement, on peut avoir une subtilité et on croit faire la bonne chose. Effectivement, c'est à côté de la plaque. Hop. Ah, Euh, pour définir effectivement quels sont les employeurs donc, taxables à la TVA, à ce jour, si on est taxé à la TVA, c'est-à-dire qu'on pourrait être exonéré de taxes sur les salaires, uniquement si en N, donc si par exemple en 2024, deux conditions cumulatives sont bien respectées, c'est-à-dire être assujetti à la TVA en 2024 sur une partie au moins de son chiffre d'affaires et avoir été assujetti à la TVA en 2023, par exemple, sur au moins 90% du chiffre d'affaires. Donc ça, effectivement, c'est relativement important déjà pour savoir se situer si effectivement, oui ou non, on serait assujetti ou exonéré à la taxe sur les salaires. Par contre, les entreprises qui seraient redevables à la taxe sur les salaires en 2024, c'est celles qui effectivement ne seraient pas assujetties à la TVA en 2024 sur l'intégralité de son chiffre d'affaires ou ne pas avoir été assujetties à la TVA en 2023 sur au moins 90% de son chiffre d'affaires. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose de relativement important parce que selon les évolutions de certaines entreprises, on pourrait être effectivement pendant un certain temps exonéré de taxes sur les salaires et puis à un moment de temps, on pourrait rentrer effectivement dans le champ d'application de cette taxe. C'est important effectivement de bien se reposer la question régulièrement si jamais on serait sur des situations légèrement, on va dire, limites. et donc, ce qui est important aussi, souvent dans nos cabinets, on s'aperçoit que on a un service social et un service comptable, pour faire simple. Et rares sont les cabinets désormais où on a des collaborateurs qui ont les deux casquettes. Donc, c'est important, d'un point de vue pratique, qu'il y ait une communication entre le service social et le service comptable, parce que certes, là, on est dans le cadre de notre commission fiscale, puisque la taxe sur les salaires, c'est un impôt, mais on va le voir qui est basé sur une certaine base sur une base de rémunération. Donc là, je vois les questions où on parle d'avantages en nature, tout ça, donc on verra après, on ne va pas divulgacher dès à présent. Mais c'est important effectivement qu'il y ait de la communication et surtout que vos collaborateurs comptables aient en tête cette taxe sur les salaires pour pouvoir alerter le social et inversement, parce qu'il peut y avoir effectivement des changements d'activité. Parce que si je reprends mon médecin, actuellement, il a une activité d'expertise et de médecine classique, donc médecine classique exonérée de TVA, expertise soumise à TVA. Mais si l'année suivante, il fait plus que de l'expertise, il y a un impact potentiel sur la taxe sur les salaires, ou s'il ne fait plus que de la médecine et plus d'expertise, pareil, il peut y avoir un impact. Donc c'est important qu'il y ait effectivement de la communication et on s'aperçoit que il y a vraiment, sur cette taxe sur les salaires, il y a des pots de bananes un petit peu partout et il faut être très attentif à l'activité de nos clients. Alors, c'est moi qui ai voilà, c'est moi qui ai le PowerPoint. C'est ça. Toujours sur la partie qui est assujetti donc à la TV, rapport d'assujettissement, donc effectivement, qui serait donc forcément assujetti pour être assujetti à la taxe sur les salaires, effectivement, on est bien sur les données donc, de N-1, donc de l'année précédente. Ça, c'est hyper important. Tout se base sur l'année N-1. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne pas aller trop vite en calculant par rapport aux données de N en 2024. On part bien en année de référence 2023 pour faire tout le calcul de l'année 2024 concernant la taxe. Parmi effectivement ces choses-là, donc aujourd'hui, on prend comme année de référence donc N-1 et
c'est l'ensemble des recettes ou autres produits qui ne seraient pas ouverts droit à déduction de la TVA. Donc le total des recettes et autres produits, y compris ce restant des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc effectivement, c'est pour prendre en compte la notion de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de N-1 qui n'ouvrirait pas droit à TVA. On fait attention effectivement à l'ensemble des produits donc financiers ou autres subventions. Et on se rappelle bien qu'effectivement, ce rapport d'assujettissement concerne un chiffre d'affaires entre 10 et 20%. C'est bien ça, Emmanuel? Oui, C'est bien ça. On va revenir, puisque j'ai cliqué sur les liens. Alors, j'espère que ça va ouvrir comme il faut Internet. On va tester, on fait ça en direct. Alors, pourquoi on a mis beaucoup de liens? Parce qu'en fait, vous apercevrez qu'au niveau du BOI, il y a des pages et des pages, et que c'était difficile dans un support de 45 minutes, effectivement, de mettre tous les cas de figure. Et je vois les questions qui s'enchaînent déjà. Il y a déjà 8 questions avec des choses qu'on va traiter. Ce qu'il faut avoir en tête de façon schématique, il faut avoir les réflexes et après, l'autre réflexe, c'est toujours aller vérifier la documentation. Je pense que vous avez de la documentation, on a à peu près tous les mêmes documentations, je ne vais pas citer les marques, enfin les boîtes qui font de la doc. Il faut aller regarder parce que en préparant le support, on s'est aperçu, on a eu des questions hein, déjà en préparant le support et finalement, les questions qu'on nous posait, les réponses, on les avait dans la documentation ou dans le BOI. Donc, il ne faut pas avoir peur de la documentation. Ça n'a jamais fait mal à personne de la lire. Et au pire du pire, vous aurez un peu plus de connaissances que vous en aviez avant de lire les éléments. Donc, pour revenir, et je vous l'ai indiqué de façon très humble, depuis des années, je me plantais dans un dossier en prenant toujours les données de l'année civile N pour calculer ce fameux rapport d'assujettissement. Alors, je vais revenir au rapport d'assujettissement, c'est-à-dire vous avez trois cas de figure. Premier cas de figure, on va prendre le cas simple, enfin classique, profession médicale qui a des salariés qui n'a pas d'activité soumise à TVA, taxe sur les salaires à 100%, enfin sur l'intégralité enfin, taxe sur les salaires, sur l'intégralité des rémunérations, et après, on paye 100% du montant calculé. Vous avez l'autre cas de figure, on va prendre un expert comptable qui a une activité exclusivement soumise à TVA, donc il n'y a pas de taxe sur les salaires, ça on connaît la règle. Et maintenant, on se retrouve entre les deux avec des clients qui vont avoir une activité soumise à TVA, une partie d'activité soumise à TVA et l'autre partie qui n'est pas soumise à TVA. Et c'est là où effectivement on s'embête avec le rapport d'assujettissement, mais ça vous rappelle des choses en matière de TVA avec j'ai utilisé les mauvais termes, hein, les termes d'il y a 20 ans, les proratas. Et effectivement, on va avoir une opération à faire, des montants à mettre au numérateur, des autres au dénominateur, ça va nous donner un pourcentage. Et c'est là que je vais cliquer, on va voir si ça fonctionne. Je clique, voilà, ça y est, ça tourne, voilà. Et le lien fonctionne et la magie opère. Et je viens de cliquer sur le lien qui nous emmène au BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques, qui nous explique effectivement comment on calcule. Emmanuel, je pense que quand tu as partagé, tu as dû partager que le support. Pardon. Vérifie. Oui, moi je Simon, on voit l'ai. que tu as mouliné, mais je ne vois pas ton écran. D'accord. Ok, donc nouveau partage. Alors, si je fais ça, que je ne me trompe pas, yes. Est-ce que là, est-ce que c'est Et là, bon? c'est bon. Impeccable. Yes. Donc voilà, donc effectivement, le lien vous envoie au niveau du calcul et enfin au niveau des règles relatives au calcul qui explique effectivement comment on fait ce calcul, ce rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires et avec effectivement un exemple voilà, où on a des recettes, hop, ça, tchoc, voilà. On a des recettes, donc des recettes totales de 300. On a des recettes correspondant à des opérations hors champ d'application bon, qui sont de 160. Les recettes qui correspondent à des opérations exonérées, donc 80.
Et donc, 240 sur 300, ça fait 80% de rapport d'assujettissement à la taxe, c'est-à-dire que ça correspond, il y a 80%, pour faire simple, des recettes qui ne sont pas soumises à TVA. Et donc, par conséquent, la taxe sur les salaires, on paiera de la taxe sur les salaires à hauteur de 80% du montant calculé. Mais on va revoir, on vous a fait tout un tableur pour calculer la taxe sur les salaires, puisque vous l'avez bien compris, c'est la taxe sur les salaires, ça correspond aux opérations qui ne sont pas soumises effectivement à TVA. Et donc, il faut faire attention aux dividendes, puisque les dividendes, effectivement, bah, c'est des produits financiers qui ne sont pas soumis à TVA. Et il faut également faire attention aux subventions, mais pareil, au niveau des subventions, il y a des subtilités et on cliquera sur le lien puisqu'on a eu des questions. Mais moi, j'ai une SEM, Société d'économie mixte, qui gère une piscine. Avec le Covid, on s'est retrouvé à percevoir des subventions d'un montant important. On avait moins de recettes soumises à TVA et donc ma taxe sur les salaires a explosé. Est-ce que c'est grave, docteur? Et comment on peut faire pour ne pas payer autant de taxes sur les salaires? Parce que derrière, ça remet en cause effectivement le modèle économique. Donc ça, j'ai fait un petit teasing et on y reviendra. Hop, alors je remets le partage. Nouveau partage, je fais comme ça. Le PowerPoint, il doit être ici. Et je repartage. Hop, et je ferme ça. Voilà. Est-ce qu'on est bien sur le Ouais, impeccable. Yes. Donc voilà, Ça, c'est donc, bon. tout ça pour vous dire, on a dit attention aux produits financiers, aux subventions. Vous avez le lien, vous avez le BOI, vous cliquez dessus et chaque cas, à chaque fois, c'est un cas d'espèce, donc il faut vraiment être attentif. Et autre point d'attention, cette notion de décote, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui euh, a très peu de recettes non soumises à TVA pour éviter un effet effectivement trop important, enfin un effet ciseau, il y a une décote pour ceux qui ont des recettes soumises à TVA entre 80 et 90% pour éviter effectivement que le coût soit trop rude. Hop. Et le dernier point également, parce que ça, c'est aussi c'est des questions. Alors, j'anticipe potentiellement les questions, c'est que vous pourrez, comment ça se passe quand on a une entreprise effectivement nouvelle qui débute, et bien sûr, il n'y a pas de notion N-1, une entreprise qui a opté à la TVA, donc moi, tiens, j'ai le cas de figure, elle était en franchise de TVA et puis elle décide d'opter à la TVA. Voilà. Et il y a un autre cas de figure, c'est s'il y a des variations importantes du rapport d'assujettissement entre 2 années. C'est le cas l'exemple que je vous ai donné, par exemple. Mon médecin qui va faire 50% de chiffres exonérés, 50% soumis à TVA, et puis l'année suivante, il fait 100% à la TVA. Et on a dit en préambule qu'on regardait N-1 et que comme il est en N-1, il avait moins de 90% du chiffre d'affaires soumis à TVA, théoriquement, il devrait être à la taxe sur les salaires, effectivement, l'année d'après. Donc voilà, ces cas de figure, effectivement, sont prévus et on vous invite à cliquer sur le lien pour disposer de l'information adéquate. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps matériel de traiter effectivement tous les cas de figure, parce que vous allez voir dans le slide suivant qu'il y a des particularités. Et ça, c'est le nouveau slide qui concerne les DOM. Je peux le faire si tu veux, puisque tu ne l'as pas vu hier. Si Voilà. tu veux, Alors, vas-y. donc, on a eu une question pas plus tard que ce matin. On remercie Gwen de l'avoir posée, qui nous a informé en disant, bah oui, mais dans les DOM et à La Réunion, dans le cas particulier, mais c'est Guadeloupe, Martinique également, sur les produits pétroliers et les stations-service, il n'y a pas de TVA sur le carburant. Donc ça, je l'ai appris puisque j'exerce pas à la Réunion ou dans les DOM. Derrière, bah, s'il n'y a pas de TVA, ma station-service, potentiellement, elle doit payer la taxe sur les salaires. Cependant, on a le BOI, les références sont indiquées, il date du 30 mars 2022, qui nous intéresse, et le BOI règle le problème puisqu'il indique que dès lors que le chiffre d'affaires est exonéré en vertu de l'article 295 du CGI, vous cliquerez dessus et ça vous liste effectivement les produits qui sont exonérés de TVA en vertu de cet article.
on considère que la vente de carburant est soumise à TVA, donc pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Ce qui veut dire que moi, je suis station-service, certes, je n'ai pas de TVA sur mon carburant, mais comme le BOI me dit qu'on considère qu'il y a la TVA, donc c'est comme s'il y avait de la TVA, donc je n'ai pas de taxe sur les salaires. Et le BOI parle également de Guyane et de Mayotte, puisque la TVA, et ça pareil, je l'ai appris, n'est pas applicable dans ces deux départements pour le moment. Et donc là, effectivement, c'est même combat, la règle est fixée. Alors, petite remarque quand même, d'un point de vue technique, au niveau fiscal, c'est que là, c'est le BOI qui le dit. Le BOI, ce n'est pas le Code général des impôts. Donc, le BOI, c'est la doctrine des impôts. Donc, c'est imposable aux impôts, mais pour l'instant, ça n'est pas gravé dans le marbre du Code général des impôts. Mais dès lors que le BOI le dit, en cas de contrôle, on pourra toujours l'opposer aux contrôleurs pour leur expliquer qu'on n'a pas de taxe sur les salaires, quand bien même ma station-service est exonérée de TVA sur son activité de vente de carburant. Voilà, c'était la petite surprise. Voilà, et je te rends la main. Donc effectivement, toujours par rapport aux notions qui serait taxé, attention au secteur d'activité distinct, c'est-à-dire que le rapport d'assujettissement est bien à calculer pour chaque secteur d'activité et répartir également les rémunérations entre les différents secteurs. Donc ça, c'est effectivement important que, comme on disait tout à l'heure, entre le service compta et le service social, pour faire court, il y ait des discussions pour qu'effectivement on puisse corréler correctement les rémunérations par rapport au secteur. Et également que si on a une rémunération par contre affectée à plusieurs secteurs, qu'on puisse appliquer au rapport général de l'entreprise, donc qu'on puisse effectivement la ventiler correctement. Alors, Ça, c'est important. je vais vous illustrer cela puisque j'avais un dossier qui taxi et ambulance. Donc, taxi soumis à TVA, ambulance pas soumis à TVA. Donc, effectivement, au niveau de la compta, on avait créé des secteurs distincts d'activité pour pouvoir suivre effectivement la déduction de TVA comme il se devait. Et au niveau des salariés, c'est pareil. Alors là, c'était relativement simple puisqu'on avait d'une part les salariés qui conduisaient les taxis, donc pas de taxe sur les salaires puisqu'on était dans un secteur d'activité où on collectait à 100%, enfin 100% on avait de la TVA sur 100% du chiffre. Là, je vais le présenter comme ça. Et sur la partie effectivement ambulance, donc là, on est exonéré de TVA. Et donc, il y avait de la taxe sur les salaires, effectivement, sur ces salariés-là. Et avec, effectivement, l'extra ball qui est, si j'ai un salarié qui est sur les deux, à la fois taxi et à la fois ambulance, il fallait calculer au niveau de l'entreprise. On calculait au niveau de l'entreprise le rapport d'assujettissement général, selon la formule qu'on a vue précédemment, et on appliquait effectivement sur ces rémunérations-là le rapport général, mais on le verra dans le tableur Excel qu'on vous a préparé par la suite. Voilà un exemple. Donc, pensez effectivement au secteur distinct d'activité parce que ça permet potentiellement de faire réduire de façon drastique le montant de la taxe sur les salaires. Hop. Voilà. Ensuite, par contre, on avait effectivement, j'ai vu tout à l'heure dans les questions, s'il y avait des secteurs d'activité forcément d'exonérer. Effectivement, l'ensemble des employeurs agricoles, collectivités publiques, les établissements d'enseignement supérieur, les centres techniques industriels, les employeurs de salariés à domicile et les employeurs dont le chiffre d'affaires de l'année civile est de moins 20 serait inférieur ou égal aux limites de franchise en base. Donc, toujours pour rappel, en 2024, c'est au titre de l'année civile 2023. Autre remarque, je rebondis sur établissement d'enseignement supérieur, puisque ça, c'est un cas de figure que j'ai eu il y a quelques années dans le cadre d'un contrôle fiscal. Pareil, c'est d'où l'importance d'aller regarder la documentation, parce que là, on vous met juste les phrases en français pour que ça tilte. Mais quand vous allez dans l'établissement d'enseignement supérieur, vous pouvez en avoir. Moi, j'avais un client, c'était une société de formation qui formait, mais qui formait des étudiants à des diplômes qui respectaient le RNCP, je crois. Enfin, je ne sais plus où je mélange, mais Oui, le titre RNCP, ouais. c'est ça, c'est RNCP, voilà. Et Ouais, donc, c'est le titre effectivement, professionnel.
Voilà. Quand vous allez regarder la documentation, c'est pas forcément le lycée du coin de la rue, ou, enfin le lycée ou l'IUT du coin de la rue. Ça peut être une société privée qui forme à des diplômes qui sont reconnus. Et donc, effectivement, les enseignants salariés de cette entreprise de formation, enfin, les rémunérations n'étaient pas soumises à taxe sur les salaires. Donc, toujours aller plus loin que les mots, effectivement, qu'on a indiqués puisque bah, quand vous cliquez sur le BOI, vous voyez qu'il y a quand même des dizaines de pages et que bah, c'est difficile de résumer ces dizaines de pages en quelques slides. Ah, là-bas, c'est mon tour, je crois, à la base, parce qu'on arrive sur le Oui, là, calculatoire. c'est ton tour, effectivement. C'est mon tour. Donc, si je fais un résumé des 4, 5 premiers slides, on vous a indiqué effectivement quelles étaient les entreprises qui étaient soumises à taxe sur les salaires, celles qui avaient des exonérations, et puis après, ben, on va arriver à la partie calculatoire. Il est bien évident que si je suis dans une entreprise dont l'intégralité du chiffre d'affaires est soumise à TVA, il n'y a pas de problématique de taxe sur les salaires, donc on n'a pas besoin de connaître effectivement la base de la taxe sur les salaires. Donc, il y a une définition de cette base de taxe sur les salaires, sachant que, on vous la rappelle, mais en principe, j'ose espérer que votre logiciel de paye est bien paramétré et normalement, si on utilise les bonnes cases, la base sera la bonne. Donc, l'assiette de taxe sur les salaires, en fait, elle est définie par rapport à l'assiette de la CSG applicable au salaire. Et donc, pour répondre déjà aux premières questions qui sont tombées, est-ce que sur un avantage en nature, effectivement, il y a de la taxe sur les salaires, au-delà du fait que l'association, nanana, mais bien évidemment, puisque l'avantage en nature rentre dans la base de la CSG, donc il y aura de la taxe sur les salaires. Le deuxième point permettra de répondre à une question. Est-ce que si je suis gérant majoritaire, j'ai de la taxe sur les salaires? C'est uniquement les rémunérations des mandataires sociaux affiliés obligatoirement au régime général. Alors, il manque des accents, je suis désolé pour les fautes, mais l'Outlook, il est configuré en anglais et à chaque fois, il fait sauter les accents et puis il y en a certains qu'on a oublié de remettre. Donc, ça concerne donc les mandataires affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale, président PDG, président de SAS, gérant minoritaire de SRL. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer, mais dès lors que je suis travailleur non salarié, je n'ai pas de taxe sur les salaires sur mes rémunérations. Et je vais parce qu'il faut être humble. Donc, je vais cliquer sur les exonérations spécifiques parce que, pareil, j'en ai découvert une quand on a préparé le PowerPoint. Donc, je vais cliquer et puis je vais changer d'écran. Voilà. Alors, est-ce que ça vient? Voilà, ça tourne et je vais partager de nouveau. euh, voilà. Partager, pardon. Voilà. Et au niveau, c'est pour ça que il y a tous ces liens parce que quand vous regardez le BOI, vous voyez qu'il y en a quand même, sur la partie gauche, il y a quand même un certain nombre de sommes, effectivement, qui sont exonérées ou qui ont des choses particulières. Et ce que je voulais vous montrer, c'est, et peut-être que c'est oublié, mais ça va venir. Bon, vous ne le retrouverez pas. Mais il y a, j'arrive pas à descendre. Zut, bon, ça descend pas. Enfin, vous en avez effectivement une quantité assez importante. Ce que l'on a découvert, c'est que les abondements sur de tête les péréquaux sont soumis, puisque sont soumis à CSG, sont soumis à la taxe sur les salaires. Et donc, j'espère que vos logiciels de paye sont bien paramétrés, mais il est possible qu'il y ait un raté par rapport aux abondements sur les péréquaux qui sont soumis à taxe sur les salaires, parce que soumis à CSG, mais ça doit être également pareil sur les plans d'épargne, les abondements plans d'épargne entreprise. Bon, je retrouverai, on retrouvera, mais voilà, désolé sur le. Déjà, la première vérification, ce serait bien de bien corréler. Est-ce que ma base CSG est donc pas similaire effectivement à la base de taxe sur les salaires, au moins dans un premier contrôle, pour Ouais. déjà vérifier effectivement que lorsqu'on l'a appliqué en paye, ça remonte bien dans la base de taxe sur les salaires.
Oui, alors partager, je repartage, voilà, le bon sens, effectivement, voilà. Et autre point, donc, on va avoir comment dire, une base de taxe sur les salaires auquel on va appliquer un ou plusieurs taux, et le fameux rapport d'assujettissement, on l'applique après répartition des rémunérations dans les tranches du barème, et en fait, après calcul, c'est à la fin qu'on l'applique, et c'est pas parce que il y a un barème progressif. On a un barème progressif, je vais y passer avec un taux à 4,25 de base, et parce que si on l'applique effectivement avant, ça a pour effet de réduire les rémunérations soumises au taux le plus élevé, donc c'est moins intéressant pour les finances publiques. Mais de toute manière, sur le formulaire de taxe sur les salaires, c'est bien indiqué. Donc, les taux, j'ai une base. Donc, vous reverrez vos bases parce qu'il y a beaucoup de choses trappes. Il faut vraiment aller regarder pour les cas les cas de figure auxquels on ne s'attend pas. Le barème 2024, alors 2024, puisqu'il change tous les ans dans le cadre de la loi de finances, on a un premier taux, un taux normal de 4,25%. Donc ça, bon, je ne vais pas vous relire les montants. Et après, vous avez un taux à 8,50 et un taux à 13,60. Sachant que donc c'est 4,25 jusqu'à 8 000, allez, 9 000 euros de rémunération annuelle, 8,50 entre 9 000 et 18 000, et puis 13,60 au-delà de 18 000. Pour faire simple, on est sur une fraction de rémunération individuelle annuelle. Ça veut dire que si mon salarié, il a son solde de tout compte le 29 février, on ne va pas s'amuser à saucissonner le barème annuel. Et donc, s'il a 4 000 euros de rémunération, ça sera 4 000 euros qui seront soumis au taux de 4,25%. Et on applique ces taux salariés par salarié. Et petit clin d'œil à nos DOM, les taux majorés de 8,50 et 13,60 ne sont pas applicables. Et donc, on a un taux global à 2,95 pour Guadeloupe, Martinique et La Réunion, et un taux à 2,55 pour Guyane et Mayotte. Voilà les particularités relatives au DOM. Alors, maintenant, on passe aux associations et assimilés. On vous a dit l'article 1679 du Code général des impôts, où il y a une particularité concernant les associations, les syndicats. Donc là, c'est la reprise littérale de l'article. Pourquoi? Parce qu'il y a un abattement annuel de taxe sur les salaires de quasiment 24 000 euros. Donc, le principe, quel est-il? Je fais mon calcul de taxe sur les salaires avec tous mes salariés. Imaginons que j'ai 15 000 euros en tout de taxes sur les salaires à payer. 15 000 euros moins un abattement de 24 000 euros, ça fait 0 euros, donc il n'y a pas de taxe sur les salaires à payer. Je reprends cet exemple, j'ai 30 000 euros de taxes sur les salaires, globalement à payer dans mon association. 30 000 euros moins 24 000 euros, on se retrouve avec 6 000 euros de taxes sur les salaires à payer. Voilà, donc pensez-y pour les associations ou syndicats professionnels que vous pouvez gérer. Enfin voilà, donc là, il y a une liste effectivement exhaustive, mais c'est un abattement qui permet de réduire effectivement le montant de taxes. Oui, puis du coup, ça vient juste réduire le montant. Si effectivement l'abattement à la fin, sur le premier exemple que tu as donné, effectivement, on aurait un résultat à moins quelque chose, on resterait bien à zéro. Ça ne donne pas de crédit derrière pour l'année suivante, etc., quoi. C'est Oui, il n'y a pas bien, de chaque année, crédit. bien isolé, quoi. Voilà. Voilà. C'est pas un crédit d'impôt, il faut raisonner ça, c'est comme une réduction d'impôt, donc l'excédent n'est pas remboursable. Voilà, donc c'est l'abattement, on arrive à zéro, on arrive à zéro. Un point barre, on est content, on ne paye pas de taxe sur C'est ça. pas de taxe sur les salaires. Alors, hop. Donc, et après, alors la franchise et décote, ça ne concerne pas les associations. Alors, ça concerne pas, d'un point de vue technique, ça ne concerne pas les associations, même si le Code général des impôts n'exclut pas les associations de bénéficier de la franchise et des cotes, mais en l'espèce, en principe, ce n'est pas applicable. Donc, si une fois qu'on a fait notre calcul,
j'arrive à 800 euros de taxe sur les salaires. J'ai un médecin avec un seul salarié à temps partiel, j'arrive à 800 euros de taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires n'est pas due. Je reprends toujours mon exemple de médecin. J'ai 1400 euros de taxe sur les salaires. Comme les 1400 euros sont supérieurs à 1200 et inférieurs à 2040 euros, j'ai le droit à une décote. C'est comme pour l'impôt sur le revenu. Quand on est sur des petits montants, il y a une décote. Donc, on vous a mis la formule de calcul avec la version du texte et puis la version calcul rapide, ça fonctionne. Donc, vous vous retrouvez effectivement à réduire un petit peu le montant de votre taxe sur les salaires. Donc, ça, c'est pareil sur le formulaire, et on verra les formulaires sur le 2502 qui sert à la taxe sur les salaires. Il ne faut pas oublier effectivement d'appliquer la décote si c'est applicable. Et maintenant, on va arriver au déclaratif et on est pile poil dans le timing. Au niveau du déclaratif, là, pareil, on aime bien faire simple. En fonction des montants, donc si j'ai un montant annuel de taxe sur les salaires inférieur à 4 000 euros, j'ai qu'une déclaration annuelle à faire au plus tard pour le 15 janvier N+1. Donc celle qui était au titre de 2023, on l'a fait, on l'a fait au 15 janvier 2024. Entre 4 000 et 10 000 euros de taxes sur les salaires, on est sur des déclarations trimestrielles avec une déclaration annuelle au mois de janvier. Et si la taxe sur les salaires annuels est supérieure à 10 000 euros, on est sur des déclarations mensuelles à faire pour le 15 du mois suivant. Enfin, voilà, ça c'est du déclaratif, chose qui est classique. Et donc, en principe, les logiciels calculent bien. On fait la déclaration, on déclare des montants. Les déclarations 2501, pardon, j'ai mis la main devant la caméra. On déclare un montant et arrive la déclaration annuelle où on va remettre les bases. On va mettre les bases. On va déclarer si on a des secteurs distincts d'activité. Enfin, voilà, c'est du déclaratif. Ça va permettre de calculer le montant annuel de la taxe, duquel on va déduire tous les montants qui ont été déclarés soit au trimestre, soit au mois, et puis on aura un solde soit positif, soit négatif à déclarer, sachant que les textes, c'est pour le 15 janvier N+1, mais que le BOI permet une souscription jusqu'au 31 janvier N+1. Voilà, donc on a une tolérance, mais pareil, c'est le BOI, c'est pas mis dans le code général des impôts. Et après, juste sur la partie déclaration, par rapport à un cas d'école que j'ai eu il y a 2 ans, nous, enfin, bien effectivement checker quand on fait la déclaration annuelle, soit la compta, soit directement le compte fiscal de l'entreprise, pourrait s'assurer que l'ensemble des acomptes ont bien été prélevés par les impôts. Parce que il y a 2 ans de ça m'est déjà arrivé que, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un acompte qui a bien été déclaré mais qui n'a jamais été prélevé. Donc, faites bien attention parce qu'effectivement, bon, là, récemment, en 2023, je ne l'ai pas vu. Mais depuis, je prends toujours le réflexe de vérifier soit la comptabilité, soit le compte fiscal pour m'assurer que tous les prélèvements sont bien opérés. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, en résumé, puis on va répondre aux questions. euh, La taxe sur les salaires, c'est hyper complexe puisqu'il faut regarder à la fois la compta, savoir est-ce qu'on est dans le champ ou pas de la taxe sur les salaires. Donc, et donc, là où c'est simple, c'est pour faire simple. Enfin, je suis médecin, je prends toujours cet exemple-là, mais voilà, médecin avec ses salariés, taxe sur les salaires, enfin, dès lors qu'il est dans son activité de médecin et qu'il ne fait pas d'expertise. Le cabinet d'expertise comptable qui ne facture que des prestations à TVA, il n'y a pas de taxe sur les salaires. Et après, on va se retrouver dans la fameuse zone grise où il va falloir calculer le rapport d'assujettissement avec ce qui me fait penser, tiens, j'ai oublié d'en parler, avec effectivement les subtilités dont on a parlé, par rapport, et les problématiques par rapport aux subventions. Donc, je reviens en arrière. Je suis désolé, mais peut-être qu'on a oublié de mettre le lien. Si le lien est là par rapport aux subventions, et donc, je vous ai donné l'exemple de la SEM. Voilà, tiens, on est sur les subventions. Il y a l'histoire des produits financiers, mais ce qui nous intéresse, c'est les subventions. Et donc, le BEI fixe les règles du jeu et indique effectivement les subventions qu'on doit prendre en compte pour le calcul du prorata et surtout nous indique
nous indique, il faut que je remette la main dessus, que voilà, il y a la notion de subvention exceptionnelle qui n'est pas à prendre en compte, et dans les subventions exceptionnelles qui ne sont pas à prendre en compte, vous avez... Ah zut, pardon, je ne vous ai pas projeté mon écran. Fallait me le dire, il faut oser parler. Hop, voilà. Par contre, du coup, effectivement, ce que tu viens d'expliquer, ça répond effectivement ça répond à la question de Marie, qui posait la Voilà. question effectivement sur la notion de chiffre d'affaires en cas d'association qui perçoivent des subventions. Là, ce serait des subventions qui ne seraient pas exceptionnelles, je suppose, c'est des subventions régulières. Et donc, effectivement, là, mon écran s'est affiché avec le BOI. Oui, c'est bon là. C'est ça, j'ai Oui. mis en bleu. Donc, il y a les aides Covid, je vous avais donné l'exemple de la SEM, là, où les aides Covid, effectivement, ne rentraient pas dans le prorata. Donc, ça avait pour éviter, effectivement, de se retrouver avec des montants de taxes sur les salaires qui augmentaient de façon importante. Il y a également les compensations versées enfin, l'électricité, on s'en fiche. Tout ce qui était aide exceptionnelle pour l'acquisition de carburant. Enfin, voilà. Donc, surtout, comme c'est un terrain extrêmement glissant et que le prorata, enfin le rapport d'assujettissement, on le calcule une fois pour l'année, il faut passer le temps suffisant nécessaire pour, comment dire, pour calculer le bon rapport d'assujettissement. Voilà, donc, et puisque ça, on le fait effectivement qu'une seule année. Alors, tiens, on va passer aux exemples de calcul maintenant. Voilà. Hop, aux exemples de calcul, voilà une feuille de travail en fait, qui reprend les différentes limites. Vous avez des rémunérations 20 000, 12 000, 7 000. La répartition effectivement de l'assiette en fonction des taux majorés et le calcul. Et vous avez un pourcentage d'imposition où là, effectivement, on est soumis à la taxe sur les salaires sur 75%, puisqu'on a 75% pour faire simple de notre chiffre d'affaires qui n'est pas soumis à TVA. Et donc, le rapport d'assujettissement, on l'applique une fois qu'on a fait effectivement les calculs. Et là, l'exemple est bien fait quand même. Vous avez un petit calcul de décote puisque on a moins de 2040 euros de taxe qui est due. Donc, on applique la décote et in fine, on a 1566 euros de taxe sur les salaires à payer. Et le dernier exemple, voilà, là, on est parti sur un montant très important de rémunération, mais on est dans une association. C'était en fait pour appliquer l'abattement. Voilà, pour pouvoir appliquer l'abattement et vous indiquer effectivement que j'ai 37 000 euros de taxes sur les salaires et puis en réalité, parce que je suis en association, je ne paye que 13 000 euros de taxes sur les salaires. Donc, au niveau des questions auxquelles on n'a pas répondu, on a Naïd qui nous dit que j'ai un client qui a un chiffre d'affaires de 56 000 euros, mais qu'il paye 30 000 euros de taxes sur les salaires. Il juge que ce n'est pas normal vu le CA. Alors, on n'a pas tous les éléments, mais s'il a 56 000 euros de chiffre d'affaires et qu'il a 30 000 euros de taxes sur les salaires, quand on voit mon dernier exemple où avec 300 000 euros de rémunération, il y a 37 000 euros de taxes sur les salaires, me pose la question comment il fait pour payer ses salaires avec 56 000 euros de chiffre d'affaires. Alors potentiellement, il y a peut-être des dividendes qui tombent, il y a peut-être des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça dans l'entreprise, puisque les montants paraissent particuliers. C'est important. Pardon? Non, je dis ça va être assez important, effectivement, vu les montants, effectivement. On a répondu à la question de Géraldine sur les avantages en nature dans une association. Donc oui, ça rentre dans la base, mais potentiellement l'association, effectivement, grâce à l'abattement, ne paiera pas de taxe sur les salaires. Dominique de La Réunion, alors donc l'activation de la déclaration de TVA pour les TVA importations ne suffit pas pour dire qu'on est soumis à TVA. Non, enfin, je pense comprendre la question, mais là, c'est une notion de chiffre d'affaires, en fait, d'activité soumise à TVA. Ce n'est pas une notion d'autoliquidation de TVA dans le cadre de l'importation. Donc, on s'intéresse au chiffre d'affaires, aux recettes de l'entreprise. Alors, entreprise exonérée par une disposition légale, d'où taxe sur les salaires ou non. Si l'entreprise de formation est exonérée de TVA, il y a de la taxe sur les salaires, mais est-ce que cette entreprise de formation n'est pas elle ne forme pas des diplômes qui sont reconnus avec un certain niveau de
c'est l'exemple que j'avais cité, et potentiellement, finalement, les salaires ne sont pas soumis les enseignants ne sont pas soumis à taxe sur les salaires. Ça peut être ce cas de figure. Doit-on informer l'administration des différents secteurs? Je vais répondre non, mais par contre, sur le formulaire 2502, on coche pour indiquer qu'il y a des secteurs distincts. Donc, finalement, l'administration est informée. Salariés à domicile exonérés, même si plusieurs Oui. salariés, oui, puisque là, on est sur l'employeur particulier, donc peu importe le nombre de salariés. Bonjour, un kiné à l'IS est-il soumis à la taxe sur les salaires? L'IS, c'est un impôt. L'IS et la TVA sont des impôts distincts. La question n'est pas de savoir si on est à l'IS ou à l'IR. La question est de savoir est-ce que mon activité est soumise ou non à la TVA. Donc, je vais partir du principe qu'on est sur un kiné classique qui fait des soins. Donc, 100% de ses recettes ne sont pas soumises à TVA, donc taxe sur les salaires en intégralité. Toutes les sommes attribuées à un gérant majoritaire sont toujours exonérées de taxes sur les salaires, oui, puisque le gérant majoritaire n'est pas affilié à la sécurité sociale des salariés. Une SCIC bénéficie-t-elle de l'abattement? Je ne sais pas ce que c'est une SCIC et la question n'est pas liée. Alors, je vais répondre différemment. Ce n'est pas un problème de forme de société, c'est un problème de est-ce que j'ai du chiffre d'affaires soumis à TVA ou pas. Enfin, je résume un chiffre Ok. d'affaires. On Oui. a vu que c'était recettes, on peut avoir des subventions, tout ça. La problématique est liée à la TVA et pas du tout à la forme de la société ou à la forme de la société ou Oui, au fait puis que ce soit si de la l'IS ou du question TVA. porte sur l'abattement qu'on parlait là, des 23 Ah, 616, c'est uniquement pour les associations loi 1901. Enfin, je ne sais pas, la question pourrait être à double sens en fait. Donc, oui, SCIC, je ça sais me pas fait de c'est quoi. préciser. Je sais pas ce que c'est, ça doit être une C'est société, mais des sinon sociétés pour l'abattement de coopératives. 23 000, Oui. l'abattement, il faut reprendre le texte. Je vais remonter en arrière. Le texte, c'est les associations, les syndicats. Voilà. Voilà. On Et est puis SCIC, c'est sur. une société Voilà. coopérative de mémoire. Donc, si la Ça correspond pas. SCIC n'est pas dans la liste qui est indiquée là, il n'y a pas d'abattement. Alors, un dirigeant doit-il cotiser sur l'intégralité de sa rémunération alors qu'il a une activité de direction, mais également une activité technique sans contrat de travail, ou bien peut-on estimer un pourcentage de base à assujettir? Donc, déjà, on va restreindre au dirigeant qui est affilié à la sécurité sociale des salariés pour restreindre et pouvoir répondre à la question. Et après, à revérifier dans la documentation, dans le BOI, j'aurais tendance à dire que le dirigeant, pour sa rémunération de direction, s'il a une rémunération de direction, on appliquerait le rapport d'assujettissement et que pour ses fonctions techniques, soit il exerce exclusivement ses fonctions techniques dans un secteur distinct, intégralement soumis à TVA, il n'y aurait pas de taxe sur les salaires, soit il exerce ses fonctions techniques dans un secteur qui n'est pas soumis à TVA et potentiellement il serait totalement assujetti à la taxe sur les salaires sur cette fonction technique, ou alors, et à vérifier, parce que là je donne les cas de figure, mais je n'ai pas la réponse, ou alors on applique le rapport d'assujettissement sur l'intégralité des Tout rémunérations. dépend du dirigeant, s'il peut être évoqué à tout moment par l'Assemblée ou pas, en fait, tout Hmm. simplement, à Donc, cette à fonction-là, pour vérifier. vérifier par rapport au DOI. Donc, ça, c'était Corinne Martinez. On a Corinne Durand. Les produits de cession des titres de participation sont-ils considérés comme des produits financiers? J'ai pas la réponse comme ça à vérifier parce que je suis pas revenu dans le détail pour savoir effectivement si les plus-values ou pas, comment elles rentraient, mais ça, faut regarder dans les produits financiers, le lien est dans le support. Quand on parle de N-1, on parle bien d'année civile. Là, on est effectivement sur un impôt à l'année civile. Et donc, effectivement, quand vous avez des bilans en exercice décalé, vous êtes obligé de regarder à l'année civile. Et le pourcentage d'imposition est calculé en fonction du CA facturé ou encaissé de l'année précédente. Ça déclare Vigneault, ça dépend, ça dépasse. C'est-à-dire que si je suis en BNC, je vais être sur les recettes. Alors, BNC qui n'aurait pas opté une comptabilité d'engagement, on serait sur les recettes encaissées. Donc ça, c'est le seul cas de figure. Et sinon, pour le reste, on est effectivement, toutes les activités qui sont en créance dette, on est sur des règles créance-dette. Contrat aidé spécifique, base exonérée comme les apprentis. Je crois que les apprentis, la base, alors je parle sous tout contrôle, Dimitri, je crois que la base doit être exonérée, mais à vérifier dans tous les cas Oui, d'exonération.
Oui, oui, je l'ai vérifié il n'y a pas très longtemps sur une entreprise qui avait même plus de 50 salariés, effectivement, par une association d'ailleurs. Et effectivement, la base est bien exonérée pour les apprentis. Vous verrez quand vous regarderez la législation, il y a un texte qui traîne des années 96. Celui-là, il est abrogé. Sur Légifrance, c'est assez mal présenté. Et effectivement, il est bien abrogé et on a bien une base exonérée pour les apprentis. Donc, il n'y a pas besoin de les faire rentrer dans la base d'assujettissement. Alors, le centre de formation dont le salaire des enseignants est soumis à taxe sur les salaires. Alors, je crois que, attention, il ne faut pas mélanger les centres de formation, les CFA et les centres de formation des apprentis d'une entreprise de formation. Parce que Oui, si on revient 3-4 slides avant, de tête, les CFA sont exonérés de taxes sur les salaires. Les centres de formation des apprentis, par contre, une entreprise comme le cas de figure que j'ai cité, une entreprise commerciale qui fait de la formation avec les diplômes qui respectent le RNCP, c'est de tête uniquement les enseignants. Et par contre, pour le personnel administratif, là j'ai un doute. Est-ce que c'est le prorata ou est-ce que c'est un secteur distinct? Pareil, à vérifier, je vous dis, c'est plein de petits détails, de cas de figure particuliers, donc il ne faut pas avoir peur d'aller dans le BOI ou dans vos docs préférés. Et donc, le fameux cas des holdings, les dividendes rentrant dans le prorata, tout ça, ça a pour incidence, effectivement, en principe, de soumettre à la taxe sur les salaires les rémunérations de certains employés, sauf à démontrer que ces employés n'ont rien à voir avec les filiales et ne touchent pas aux ordinateurs ou autres. Donc là, pareil, il faut aller vérifier effectivement la documentation la documentation. Et on va finir avec la question de Géraldine. Pouvez-vous nous fournir les références pour les apprentis? Eh ben, il va falloir cliquer sur les liens parce que les références sont mises dans les cas particuliers au niveau des bases de rémunération soumises à taxe sur les salaires. Donc, oui. voilà, faut pratiquer, faut aller cliquer parce que j'ai pas en tête, effectivement, j'ai toutes ces informations-là. Oui, il faut regarder les textes, il y en a plein de la ligne, et puis il faut regarder les derniers qui sont en vigueur. Il y en a plein d'abrogés, mais il faut regarder les Voilà. derniers en vigueur, effectivement, selon le cas aussi. Ok, bon on vous remercie de votre présence nombreuse, de toutes vos questions. Et puis, j'ai un dernier slide, je suis bête. Le prochain, tac, tac, tac. Bonjour, ça Donc, le va? prochain café fiscal, c'est le mardi 26 mars 2024. Oui, en Et 2024, n'oubliez c'est pas, mieux. et n'oubliez pas d'adhérer à ECF. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être adhérents à ECF, n'hésitez pas à adhérer et à venir participer à nos travaux. Bah, merci à tous les deux. Merci pour ce café fiscal. Donc, le rendez-vous le mardi 26 mars. Et à très bientôt. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Je vous avais laissé mon adresse mail dans la discussion. Donc, n'hésitez pas. Et je les relayerai sans faute à Emmanuel et Dimitri qui se feront un plaisir d'y Il répondre. y avait juste Merci une à dernière vous. petite question vite Ouais. faite. Il y a une Ouais. personne qui a posé une question par rapport à un salarié en TV. Oui, le TV ne gère pas la taxe sur les salaires, hein. C'est à vous de la gérer derrière. Juste ça. Oui, alors le TZ ne gère pas la taxe sur les salaires. Par contre, c'est pas parce qu'on est en TZ qu'il n'y a pas de la taxe sur les salaires. C'est Tout à ça. fait. Voilà. Ok, parfait. Bon, Voilà. bon Au après-midi, à revoir. bientôt. Au revoir tout le Bon monde. Merci après-midi. beaucoup. Au revoir.